Président Tahirou Dicko, Mesdames et Messieurs les présidents, les secrétaires généraux, les vice-présidents, les responsables des différents partis, associations, mouvements, syndicats libres indépendants, membres de la coordination, je voudrais d'abord m'excuser pour le retard. Il y a beaucoup d'audiences qui se succèdent. Certaines personnes prennent un peu plus de temps. Je voudrais vous remercier d'abord d'avoir été bref. Vous savez, la brièveté aussi, c'est une marque de bonne organisation. Vous savez, votre organisation fait partie des organisations qui ont fait du M5 la force qu'il a été en 2020, la force qui a continué à maintenir le flambeau de l'espoir jusqu'à la rectification de la transition survenue le 24 mai 2021. Votre organisation aussi a été de tous les combats pour que la rectification de la transition puisse avoir un sens et un contenu. Il y a un an, en juillet 2021, ce n'était pas évident qu'on allait tenir les assises nationales de la refondation. Ce n'était pas évident qu'on allait continuer la lutte contre l'impunité et la corruption. Ce n'était pas évident qu'on allait obtenir la mise en place d'un organe unique indépendant pour les élections. Ce n'était pas évident que la refondation, les bases de la refondation telles qu'on veut les poser aujourd'hui, allaient être une réalité. Il y avait de fortes résistances au Mali, à l'extérieur, des forces qui disaient qu'il faut aller vite aux élections, qui ramenaient la transition aux élections, en disant que c'est un gouvernement légitime qui doit faire toutes les réformes que nous demandons. Nous avons beau expliquer que l'élection n'est pas une fin en soi. On a fait 30 ans en train d'organiser des élections, pourtant le pays ne fait que sombrer. Donc l'élection seule ne résout pas les problèmes, mais certains ne voulaient pas entendre. Parce que les changements tels que le peuple le veut, il y en a qui n'en veulent pas. Il y en a même qui ont créé des partis et des associations, ils ont donné les noms refondation. Ils ont mis le mot refondation dans leur dénomination, tout en disant ils sont d'accord avec toutes ces réformes, mais il faut les remettre après les élections. On devait aller aux élections avec l'ancien système, les anciennes méthodes, sans faire aucune lutte contre la corruption. Et dans cette lutte pour imposer le processus de refondation, votre regroupement, composé de plusieurs dizaines de partis politiques, d'associations, de mouvements, de syndicats libres et indépendants, vous avez été de tous les combats, de toutes les mobilisations. D'abord, pour continuer à convaincre qu'il faut faire les réformes. Jusqu'en septembre 2021, à la suite de la table ronde des forces vives de la nation, qui s'est tenue le 24, 25, 26 septembre 2021, où on a fait un premier tournant. Votre organisation était là et elle a pesé de tout son poids pour que ce jour-là, l'écrasante majorité des forces vives du Mali disent oui, il faut tenir les assises nationales de la refondation, oui, la transition ne doit pas se limiter aux élections, oui, il faut poursuivre la lutte contre la corruption et l'impunité, oui, il faut faire les réformes nécessaires. Votre organisation a pesé dans les débats de tout son poids ce jour-là. Et c'est ce jour-là qu'il y a eu un premier virage. Ensuite, il y a eu les travaux qui ont continué jusqu'aux assises nationales. Il y en avait qui ne voulaient pas des assises. Ils ont ramené les assises à la personne du Premier ministre. Certains disaient les assises de Choguel. Il est clivant, il ne veut pas rencontrer la classe politique. Alors que j'ai reçu tous les partis qui l'ont souhaité, un à un.
C'était individuellement, d'autres en groupe. Aucun parti n'a demandé à nous rencontrer qu'on ait refusé. D'autres nous sommes allés vers eux. Malgré tout, certains ont dit non. Le président lui-même, en tant que chef de l'État, père de la nation, est descendu dans l'arène pour inviter les uns et les autres. Mais il y en a qui ont dit non. Les assises ne se tiendront pas. Et grâce à la détermination de la majorité des Maliens, grâce au rôle que vous avez joué avec d'autres organisations, les assises ont pu se tenir. Les grands tournants de la transition, après l'opération de rectification intervenue le 24 août, le deuxième grand tournant, c'est l'Assemblée, la réunion des forces vives de la nation, du 24, 25, 26 septembre 2021. Vous vous souviendrez que c'est le 25 septembre que la majorité des forces vives de la nation a dit qu'il faut les réformes, il faut les assises. C'est ce même jour que je tenais mon discours aux Nations Unies où j'ai fait passer le message du président et des Maliens. Ça, c'est une date importante dans la vie de la transition, le 25 septembre. Le deuxième grand tournant, c'est les assises nationales de la refondation, 27, 28, 30 décembre 2021. À l'issue des assises, les autorités de la transition ont acquis une nouvelle légitimité en réalité. Parce que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, plus de 80 à 90 000 personnes, depuis les communes, ont participé à un débat actif pour remonter jusqu'aux assises, dans les communes, dans les cercles, dans les régions. Et c'était démocratiquement que les populations ont choisi leurs représentants. Même les partis qui disaient ici à Bamako qu'il ne faut pas faire les assises, il faut aller aux élections, les présidents des sections, des députés, des maires, des conseillers ont présidé même des séances. Les assises nationales de la refondation ont donné une véritable légitimité aux autorités de la transition. Et c'est à partir des assises que le peuple malien a fixé le cap en disant qu'il lui faut 5 et 10 ans pour asseoir la refondation et construire le Mali courant. Nous sommes rentrés dans des discussions avec nos partenaires de la communauté internationale. Vous connaissez la suite. Le troisième tournant dans la vie de la transition, c'est le 14 janvier 2022. Lorsqu'à la suite des sanctions imposées au Mali, sanctions qui n'existent dans aucun texte, nous le dirons autant qu'on aura la parole, les textes de la CEDEAO n'ont pas prévu d'embargo. Les textes de la Banque centrale des pays d'Afrique de l'Ouest interdit dans l'article 4 de ces statuts un embargo financier. La Convention des Nations Unies sur les pays sans littoral interdit expressément le fait de faire un embargo contre un pays sans littoral. Ce document a été ratifié par le Mali en 1987. Donc il n'y a aucune base légale. La seule raison, c'était de fragiliser les autorités de la transition, de les délégitimer. Mais le 14 janvier, le peuple malien a montré de quel côté il se trouve. C'est ce jour-là que le destin de la transition s'est joué, le 14 janvier. Et dans cette mobilisation aussi, je sais le rôle que vous avez joué. Parce que quand la mobilisation a réussi, tout le monde dit que c'est lui. Ça, c'est normal. Si ça avait échoué, on allait dire que c'est les forces du changement. On allait dire que c'est le gouvernement, c'est M5, c'est Yero Loton, c'est le CDM, c'est la CPM et autres organisations acquises au changement. Mais quand ça a marché, c'est pour tous les Maliens. Quand à moins de 4 jours de l'appel du président de la transition, plus de 4 millions de Maliens sont sortis pour dire qu'elles soutiennent la transition. C'est ce jour-là que le monde entier a compris qu'il ne faut pas se tromper de peuple. Le peuple malien n'est pas un peuple qu'on peut intimider comme ça. Ça, c'est la 4e étape importante de la vie de la transition. Ensuite, il y a eu la période de l'embargo.
où tous les Maliens se sont mobilisés. Pendant que les militaires se battaient pour inverser le rapport des forces militaires sur le terrain, les opérateurs économiques, les associations, les partis qui soutiennent la transition, les chefs religieux, tout le monde s'est mobilisé pour tenir debout. Là aussi, votre organisation, au sein de laquelle il y a des hommes d'affaires, il y a des commerçants, il y a des religieux, il y a des éleveurs, il y a des entrepreneurs, a pesé de tout son poids pour que le Mali résiste. Je dois vous remercier pour cela. Et tout cela, vous l'avez fait sans demander de contrepartie, sauf la réussite de la transition. Et je suis très heureux que votre coordinateur dise qu'il se reconnaît dans ce qui se passe. Ça fait chaud au cœur parce que je sais le rôle que vous avez joué dans cette bataille. Et donc quand vous dites que vous êtes satisfait du travail que le gouvernement fait, bon, c'est comme un élève qui est noté par son professeur, parce qu'en réalité le professeur c'est le peuple. Le gouvernement c'est l'élève, quand le professeur note bien l'élève, il doit être très content. Donc ça fait chaud au cœur l'appréciation que vous venez de porter sur le travail de la transition et l'hommage que vous venez de rendre au président de la transition. Vous savez, on a fait une partie du boulot, peut-être 20 à 25%. Parce qu'aujourd'hui, on a tourné une page, on a ouvert une nouvelle. La page qui est tournée, c'est la polémique sur les réformes. Faut-il oui ou non faire les réformes? Faut-il oui ou non faire les assises? Faut-il oui ou non faire ceci, cela? Ça, c'est terminé, ce débat-là. Le président l'a clos lorsqu'il a signé le décret qui fixe le délai de la transition à 2 ans. Il l'a clos lorsqu'il a désigné le comité de suivi de la mise en œuvre des résolutions des assises nationales. Il l'a clos lorsqu'il a mis en place la commission chargée de la relecture de la Constitution. Le débat est clos maintenant, il n'y a plus de... Maintenant, la nouvelle page qui s'ouvre, c'est comment rendre le processus de refondation irréversible. Le faire dans les règles de l'art, le faire démocratiquement, le faire massivement. Ça nécessite une sainte alliance de toutes les forces acquises au changement. Parmi ces forces, votre organisation occupe une place de choix. Mais il y a d'autres organisations qui n'étaient pas dans le M5, qui viennent aujourd'hui, même chez vous, on m'a informé qu'il y a de nouveaux adhésions, le collectif Moussoni Malikoura, le collectif Ensemble pour un Mali apaisé. Ça, c'est des organisations qui sont en train de vous rejoindre. Vous avez des organisations qui ne sont pas venues, mais qui disent qu'elles soutiennent la transition. Aujourd'hui, tous les syndicats, au Mali, tous les syndicats soutiennent la transition. Vous avez des mouvements qui se sont créés. Le collectif de la défense des militaires. Vous avez la CPM. Vous avez Yerwoloton. Vous avez les femmes des camps. Vous avez beaucoup d'autres organisations. Vous avez beaucoup de leaders religieux qui, à travers leurs prêches, soutiennent la transition. Vous avez beaucoup d'hommes d'affaires qui ont montré le sacrifice qu'ils ont fait. Ils ont renoncé souvent à certaines de leurs marges pour que les Maliens ne sentent pas l'embargo. Toutes ces forces-là constituent aujourd'hui les forces du changement. Notre rôle, votre rôle, c'est de travailler à fédérer ces forces dans un vaste front patriotique, un vaste mouvement patriotique pour rendre le processus de refondation du Mali irréversible et le faire démocratiquement dans les règles de l'art en gagnant les futures élections municipales, législatives et présidentielles. C'est ça qui doit être la nouvelle mission. C'est ça la nouvelle mission des forces du changement. Je mets ça à votre réflexion parce que tout le monde est en train de se dire mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a fini avec l'embargo, on a fini avec les débats sur les assises. Maintenant la suite. La suite maintenant je pense qu'il faut réfléchir pour que dans un temps pas lointain, l'ensemble des forces patriotiques acquises au changement puissent trouver des formules d'interaction pour que les élections qui vont se tenir dans 2 ans, dans 1 an et demi,
puisse être gagnée haut la main par les forces du changement. Parce que les autres ont commencé à tourner à l'intérieur. Vous avez vu à la télévision, il y a des partis politiques qui ont commencé à faire des tournées à l'intérieur. Pendant 1 an et demi, ils étaient à Bamako, en appui à l'embargo. Vous avez vu quand l'embargo a été levé, il y a des partis qui ont fait des déclarations pour dire que c'est le gouvernement qui est responsable de l'embargo. Je viens de vous démontrer que l'embargo n'est prévu par aucun texte. Donc certains de ces partis sont en tournée actuellement à l'intérieur pour mobiliser la population parce qu'ils se disent qu'il faut se préparer aux élections. Parce que le faux débat dans lequel on nous a mis pendant 1 an, ce débat a été tranché maintenant. Je pense que tout le monde s'est entendu pour tourner la page. Et le président de la transition a appelé à l'union sacrée des Maliens autour de la réussite de la transition, autour des forces armées et de sécurité. L'armée doit être mise en confiance par tout le monde, quels que soient les divergences, même les hommes politiques avec lesquels on ne s'entend pas. On doit leur dire, on doit s'entendre tous. Parce que quel que soit celui qui vient au pouvoir, il ne peut pas gérer le pays sans l'armée. L'armée, c'est la colonne vertébrale de la nation. Il ne doit pas avoir de polémique sur l'armée. Tout le monde doit être d'accord. Même si on a des divergences sur le plan politique, quel que soit le groupe qui va prendre le pouvoir après les élections, il va travailler avec l'armée. Donc il faut faire en sorte que l'orientation qui est prise dans la reconstruction, l'équipement, la mise en condition, la montée en puissance de l'armée, que ça ne puisse pas être réversible. La condition, c'est que les forces du changement gagnent les élections démocratiquement. Pour que ça va rassurer même notre armée. Mais pour l'instant, nous devons appeler tout le monde à l'union sacrée autour de notre armée. Nous devons appeler tout le monde à l'union sacrée pour faire les réformes nécessaires. Mais le débat politique va continuer. Je pense que c'est même sain. C'est normal qu'il y ait des gens qui ne sont pas d'accord. Il y en a qui ont commencé à dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la révision de la Constitution. Que le président de la transition, les autorités de la transition ne sont pas légitimes pour changer la Constitution. Ce débat a commencé déjà. Les mêmes qui félicitaient hier l'adoption de la loi électorale, les mêmes aujourd'hui ont commencé à dire non, on n'est pas d'accord avec les autorités de la transition, on ne peut pas modifier la Constitution au motif que le gouvernement ne serait pas légitime. Quel est le gouvernement qui a été élu avec plus de 2 millions de personnes? Toutes les élections qu'on a tenues depuis 30 ans, aucun président n'a mobilisé plus de 2 millions d'électeurs. En 4 jours, à l'appel du président de la transition, Assimi Goïta, il y a plus de 4 millions de Maliens qui sont sortis. Personne n'est allé les voir, les transporter, leur donner de l'argent, les donner ceci, les donner cela. Donc on sait du côté où il y a la légitimité aujourd'hui. Et avec les accords que nous venons d'obtenir avec les partenaires internationaux, avec la charte rénovée qui a été votée par le Conseil national de transition, qui vient compléter la Constitution, on ne peut plus nous parler de légalité. C'est des autorités légales dont la légitimité a été vue par tout le monde. Il y a des missions diplomatiques qui ont changé d'avis. Quand ils ont vu la manifestation du 14, ils ont fait des rapports à leur gouvernement pour dire que le pouvoir au Mali n'est pas aussi isolé qu'on le pense. La population est avec eux. Et donc c'est cette légitimité, cette légalité qu'il faut conforter dans les urnes. Faire en sorte que la victoire des forces du changement soit si écrasante que personne n'aura même le courage de dire qu'il va contester les résultats des élections. Parce que si vous voulez qu'on conteste, c'est quand on est à 40-50, 45-50, quand vous êtes en 75 et 90% des suffrages, je crois que celui qui perd les élections, si c'est un vrai démocrate, il n'aura d'autre choix que de prendre son téléphone, appeler les maires, appeler les députés, et sinon même appeler le président que les forces du changement vont présenter aux élections, pour le féliciter. Nous devons travailler à ça. Que personne, ni à l'intérieur ni à l'extérieur, n'ait envie de contester les résultats des élections. Pas parce qu'on est fort, mais par le vote massif que les forces du changement vont faire
en faveur de leurs conseils municipaux, de leurs députés et de leurs présidents. C'est ça la nouvelle tâche qui incombe aux forces du changement. Maintenir la cadence, faire les réformes, aller aux élections, installer un ordre constitutionnel normal. Et dans cette perspective, nous savons compter sur vous, comme par le passé. Il y a des difficultés qui vont arriver. Je viens de donner l'exemple hier à des associations que j'ai rencontrées, aujourd'hui à des partis politiques. Et dit le Mali se trouve dans la situation d'un avion qui a décollé. Avant d'arriver à la vitesse de croisière, vous avez beaucoup de secousses, de turbulences. C'est ce qu'on a vécu pendant un an. On est arrivé aujourd'hui à un niveau où on atteint la vitesse de croisière. Bon, tout le monde est calme, on a desserré les ceintures, on peut s'étendre un peu, on peut manger, se causer, mais faites attention. Il y a un grand stratège politique asiatique qui dit que les terrains les plus difficiles, c'est les terrains plats. C'est lorsque vous pensez que tout va bien qu'il peut y avoir un grand trou d'air dans lequel vous tombez ou des vents violents vont venir vous secouer. Et donc il faut qu'on redouble de vigilance. Quand le terrain est accidenté, vous faites attention pour ne pas tomber, pour que ne pas qu'on vous tire sur vous d'un point. Mais quand le terrain est plat, vous avez l'impression que tout va bien. Mais c'est de là-bas que des surprises peuvent surgir, de là où vous attendez le moins. Et donc nous devons redoubler de vigilance et de détermination. Beaucoup d'actions vont être menées pour nous démoraliser. La montée en puissance de l'armée pour casser la confiance du peuple dans son armée, pour démoraliser nos militaires. Beaucoup de choses vont être pour démoraliser notre population, mais il faut qu'on résiste jusqu'aux élections et aux élections faire gagner les forces du changement. Vous avez des problèmes aujourd'hui entre nous et certains de nos voisins. C'est des questions, je pense, qui seront résolues de façon la plus sage par le président de la transition. Mais nous disons à tous nos partenaires, il y a des choses qui ne sont pas négociables. On peut négocier les délais de la transition, on peut négocier les délais de réforme, mais la dignité des Maliens, la sécurité du Mali, l'honneur des Maliens, l'indépendance de notre pays, sa souveraineté, son unité ne sont pas négociables. En dehors de ça, nous pouvons tout négocier avec nos amis, avec nos frères. Nous n'avons aucun intérêt aujourd'hui, objectivement. Le Mali n'a aucun intérêt à avoir des problèmes avec les voisins. On vient de sortir de l'embargo. Quel intérêt nous avons à créer des problèmes avec nos voisins? On n'a aucun intérêt. Et surtout des pays où vivent des fortes communautés maliennes, des pays par lesquels nous sommes liés par l'histoire, par la géographie, les mêmes peuples, on a des intérêts économiques. Quel intérêt nous avons à créer des problèmes? Mais nous ne pouvons pas jouer avec la sécurité de notre pays. On a beau être des amis, on a beau s'entendre, on ne peut pas jouer avec la sécurité du Mali. Et donc, il y a des vérifications d'usage qui sont en train d'être faites par nos services compétents. Le président aura toutes les cartes en main pour décider de sortir de ce tambroglio que vous avez suivi depuis le 10 juillet. Vous avez vu tout ce qui s'est passé. On a vu des militaires chez nous qui sont venus avec des passeports, c'est écrit des plombiers, des gardiens, des vigiles, alors que vous avez des tenues militaires. À l'avion, on ouvre vos passeports, on vient trouver plombier, gardien, étudiant, vigile. Donc on est obligé de vérifier au moins. Mais c'est ces vérifications qu'on est en train de faire. Non, banal. Le président va décider de la suite. Mais nous mettre la pression, comme on dit, quand Djaouli, pour perdre l'orientation, ça, ce n'est pas possible. Le président de la transition a une claire conscience, et le gouvernement, des défis auxquels notre pays doit faire face.
des contraintes géopolitiques et géostratégiques. Nous savons d'où nous venons, où est-ce que nous sommes, mais surtout nous savons où nous devons aller et comment aller, avec le soutien de notre peuple. Et dans cette démarche-là, quand on a votre soutien, ça rassure, ça donne confiance. De la même manière dont le peuple a besoin d'avoir devant des dirigeants sûrs, confiants, déterminés, patriotes, les dirigeants aussi ont besoin d'avoir derrière eux, à côté d'eux, un peuple mobilisé, un peuple déterminé, un peuple engagé. Et c'est ce que vous avez montré, le peuple malien a montré le 14 janvier 2022. Si le 14 janvier 2022, le peuple n'était pas sorti, on n'allait pas être là aujourd'hui. On allait tirer les conséquences. Mais le peuple est sorti, c'est cette même détermination que je voudrais vous appeler à continuer. Et je sais que vous êtes déjà dans cette dynamique. Et toutes les forces du changement sont dans cette dynamique. Et les talents que vous avez, Taïrudu et vos autres présidents d'organisation et présidents, pour vous mettre ensemble, malgré la diversité, vous voyez une plateforme, une coordination de partis, d'associations, de mouvements, des syndicats libres. Le fait de pouvoir vous mettre tous ensemble, ça c'est un peu un petit laboratoire de ce qu'ils doivent faire les forces du changement au Mali. Tout le monde, le M5, ceux qui ne sont pas dans le M5, ceux qui sont venus maintenant, qui ont fait le choix des forces du changement. Par exemple, hier j'ai reçu ce qu'on appelait les partis, un regroupement qui s'appelle les partis non alignés. Ils ont dit clairement qu'ils n'étaient pas d'accord avec les réformes. Ils n'étaient pas d'accord avec l'organe uni. Ils n'étaient pas d'accord avec les assises. Mais lorsque les assises se sont tenues, ils ont vu que la majorité du peuple a fait un choix, mais ils sont des démocrates, ils sont ralliés. Ils disent qu'aujourd'hui, ils soutiennent la réussite de la transition, ils soutiennent les réformes. Je leur dis qu'à partir de ce moment, ils font partie des forces du changement. Parce qu'il y en a qui disent jusqu'à présent qu'ils ne sont pas d'accord avec le fait qu'on veut réviser la Constitution. Pas réviser qu'on veut faire une nouvelle Constitution. Ils ne sont pas d'accord avec beaucoup de choses que le gouvernement fait. Comme je vous ai dit, il y en a qui ont même fait une déclaration pour dire que c'est le gouvernement qui est responsable de l'embargo. Bon, quelqu'un qui dit ça, ça veut dire qu'il n'est pas pour le changement. Mais ceux qui tiennent le discours contraire, je pense que c'est ça aussi la politique. La politique, c'est être aussi réaliste. Lorsque vous voyez là où le peuple veut aller, si vous voulez le diriger, vous n'allez pas continuer à le tirer en arrière. Et donc, tous ceux qui aujourd'hui estiment qu'ils sont d'accord pour soutenir la montée en puissance de l'armée, ils sont d'accord pour la réussite de l'écriture d'une nouvelle constitution, telle que le président a l'intention de le faire, qui sont d'accord pour que le chronogramme que le gouvernement a publié puisse être appliqué et qu'on sorte la tête haute du processus de transition avec une écrasante victoire, une victoire sans équivoque des forces du changement, ils doivent tous se donner la main. Et dans cette nouvelle page qui va être écrite, je sais que votre main fera partie de celle qui tiendra la plume pour écrire. Et un jour dans l'histoire, quand les enfants, les petits-enfants ou petits-enfants vont aussi parler de l'histoire du Mali, la refondation, vous voyez le mot refondation maintenant, tout le monde l'utilise. Même le président français, vous savez, après sa élection, il a mis une commission de refondation de l'État français. C'est vrai, il dit qu'il va refonder la France aussi. Il y a des partis associés qui sont créés, qui s'appellent aussi pour la refondation. Autour de nous, pratiquement toutes les réformes aussi, c'est pour la refondation. Donc le jour où on va parler de la période de refondation de l'État malien, vous aussi, vous pourrez dire à vos enfants, à vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, voici les pages que j'ai écrites. Au moment où on écrivait ces pages-là, j'étais là. Voici le rôle que j'ai joué. Voilà l'appel que je voulais vous lancer. Et n'hésitez pas, mes portes vous sont largement ouvertes. Maintenant, il y a une doléance qui est forte et juste. Vous devez être impliqué dans la gestion de l'État pour que la transition réussisse. Ça, c'est normal.
Vous devez être là pour aider à arroser l'arbre, pour qu'il y ait des fruits. Et quand il y a des fruits, les fruits c'est pour tous les Maliens. Mais si vous avez l'intention, vous soutenez, vous applaudissez, vous n'êtes pas là au moment où on arrose l'arbre, au moment où on puise l'eau pour arroser. Mais il n'y a aucune garantie qu'au moment où il y aura les fruits, que vous aurez la place. Même si les fruits c'est pour tous les Maliens. Donc je comprends très bien vos doléances. Elles ne sont pas tombées dans les oreilles d'un sourd. Mais nous gérons une situation complexe. J'ai plusieurs fois expliqué la spécificité de cette équipe de transition qui gère beaucoup de situations parce qu'il y a des choix qui ont été faits avant notre arrivée de ne pas faire une certaine type de rupture. Il faut qu'on aide le président à faire aboutir sans grande casse le processus de transition dans la paix parce que notre pays fait face à plusieurs défis. Le terrorisme, la Covid, la crise politique, la crise alimentaire, la crise diplomatique et même la crise militaire. C'est ce qui m'avait fait dire il y a un an qu'à cause du fait qu'on veut affirmer notre souveraineté, on exerce sur nous un terrorisme diplomatique, politique, médiatique. Heureusement, avec la détermination du président de la transition, la vision très claire que le gouvernement a de pourquoi il est là, et avec le soutien du peuple malien, nous avons résisté. Et nous allons continuer à résister et conduire le bateau Mali à bon port avec l'aide de Dieu, avec votre soutien, avec votre appui. Merci bien, Monsieur le Président.